quelque chose est bien cuisiné, bien apprêté, bien préparé, tout peut être bon, là. Ah ouais. Ben moi, j'ai pas. Moi, c'est pas que je doute que ce soit bon ou pas. Ce qui me gosse, c'est quand les gens disent Ah, tu vas voir, c'est pareil. Arrêtez, Chris. Ben, Arrêtez. Il y a quelqu'un ça, un moment donné qui a essayé de me faire croire que quand tu râpes des carottes, là, puis que tu mets ça dans un truc avec genre de l'espèce de liquide qui goûte la boucane, là, c'était pareil comme du saumon fumé. D'après moi, ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas mangé de saumon fumé. D'après moi, c'est ça l'histoire. ben, écoute, on était sur l'autoroute, ma blonde, moi, puis ici, il y avait une annonce de Beyond Meat. Puis c'était euh, Try our Beyond Meat. It's beyond good. Ma blonde, moi, tout à l'heure, on s'est dit, donc, it's It's crap. not good. Right? Parce que si c'est beyond, je veux dire, c'est, ce l'est ou ce l'est pas. C'est une dichotomie. Là. Si c'est beyond, c'est ben, t'as comme dépassé le point où c'était bon. Là. Puis on était là, Ça c'est reste la des pois première, chiches, là. mais c'était la pire pub là, que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu une pub qui était aussi peu convaincante d'essayer les produits Beyond quelque chose. Oh, Mais moi, ce qui m'a tout le temps fasciné avec cette compagnie-là, tu sais, on s'entend, là, c'est ultra transformé avec full sel, là. Puis, tu sais, les vegans essayent de se donner un look de Ah, nous aussi, on mange de la viande, tout ça. Mais je dis, c'est parce que, il y a 2 ans, vous étiez tous en train de dire que les produits transformés de bouffe, c'était pas bon. Là. Tu sais, ouais. vous étiez toutes ces affaires crues. Puis, mangez nos carottes, puis sacrez-nous à paix. Puis, si vous voulez vous faire des affaires, achetez-en, il n'y a pas de trouble, là. Mais arrêtez de nous dire qu'on est dans le champ de manger, de vouloir. Tu sais, on va au YW, là. Il y en a, là, des steaks de vegan, là. Je prends encore celui-là de la vraie viande parce qu'il est encore bon, là. Je sais qu'il goûte bon, puis il est comme moins cher en plus. Là, tu sais, puis arrêtez, là. Mais écoute, il y a Robert Nozick, qui n'est pas un philosophe de gauche, là, qui Non. était le grand philosophe des libertariens. Il y a une des expériences qu'il met dans son livre, un thought experiment, puis que d'autres philosophes comme Mike Hoomer ont étendu, qui dit que si tu es cohérent avec ton idée des droits naturels, ben, tu peux pas. Là, je probablement que Frank la connaît mieux l'histoire que moi s'il la connaît. Tu peux pas, tu peux pas arriver à l'idée que tu peux continuer de manger de la viande. Je me souviens l'avoir lu il y a quelques années, c'était très convaincant. Ça n'a pas changé mon opinion, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé ma pratique. Mais depuis plusieurs années, je me suis dit que ça vaudrait la peine d'écrire un article scientifique sur comment tu pourrais arriver à te déplacer vers quelque chose que les vegans adopteraient sans nécessairement sacrifier la viande. Parce que si tu regardes les données de l'OCDE, parce qu'il y a un dataset de l'OCDE qui dit à quel point les États donnent du support gouvernemental par type de produits agricoles, Mhm. ce que tu vois, c'est que l'État a tendance à subventionner les produits de viande. Animal. Donc, la production pastorale, animale, est beaucoup plus subventionnée que la production de grains. Mais ça, je veux dire, comme économiste, c'est pas difficile de passer très rapidement à l'idée que tu as encouragé davantage la consommation de viande. Donc, tu as encouragé davantage de chances que tu aies de la violence faite à l'égard des animaux, que tu aies davantage d'animaux qui soient élevés. Donc, si tu enlevais l'état de l'agriculture, là, je dis ça à mes collègues vegans qui penchent à gauche, un État non interventionniste en Il y agriculture, aurait moins de viande. il y aurait moins de viande, il y aurait moins. Donc, ça serait un pas en avant. Je fais Hey, juste mais dire ça de même. Mm. c'est quelque chose que j'ai vu récemment. J'ai lu la biographie de Ray Kroc, qui était l'initiateur de McDonald's. C'est pas lui qui a créé le premier McDonald's, mais c'est lui qui a créé le système de franchise McDonald's. Vraiment, je la suggère à tout le monde. C'est super intéressant le côté entrepreneurial de ça. Puis j'ai vu le film aussi. Le film est différent de la biographie. La biographie, c'est une auto-congratulation de Ray Kroc, tandis que le film rebalance certaines choses. On le présente un peu plus comme un alcoolique, un peu Ouais. chien que sa femme, puis qui était quand même cheap avec les frères McDonald's. Mais fait que la vérité est probablement entre les deux, là, mais peu importe. Mais pourquoi je le recommande par rapport au sujet que tu viens de dire? Lui, dans le fond, avant de créer McDonald's ou d'être avec McDonald's, il vendait des multi-mixers. C'était une genre de machine pour mélanger 5 milkshakes en même temps. OK. Fait qu'il a passé sa vie dans les milkshakes et tout ça. Puis
les fast-food de l'époque, là, c'était pas des fast-food. En fait, le premier fast-food, c'est vraiment McDonald's avec son système de rapidité. Mais avant ça, c'était des drive-in. Là. Tu rentrais avec ton char, tu faisais ta commande, puis 20 minutes après, il y a une fille en rollerblade qui venait te l'apporter. Là. Mais c'est là que les ça. diners aussi, là. Exactement. Puis ce qu'il disait, c'est que le milkshake, tu sais, pour un non-américain, un milkshake avec un burger, ça semble contre-intuitif, mais aux États-Unis, c'est la vie, là. C'est normal. Là, tu ne peux pas manger un burger. Dans le milkshake aussi. Oui, exactement. Mais tu es là, tu dis, c'est bien weird comme pratique, mais d'où est-ce que ça vient? Puis ça vient vraiment de subventions post-guerre, de ce que je comprenais, qui expliquait dans le livre. Ils ont tellement subventionné l'industrie laitière que le lait est devenu extrêmement cheap. Puis c'est là que les produits de milkshake sont devenus plus intéressants à la limite que les boissons en fontaine aux États-Unis à cette époque-là. Puis c'est ça qui a popularisé le milkshake autant aux États-Unis parce que la seule place dans le monde que tu manges un milkshake avec un burger, c'est aux États-Unis. Puis la raison, c'est que c'est le gouvernement qui a créé ça. Je ne sais pas à quel point, je ne peux pas me prononcer sur l'histoire de ça, mais ça me surprend vraiment pas. Parce qu'il y a tellement d'exemples. Au Québec, on a notre exemple préféré, le beurre et la margarine. Parce que l'histoire de pourquoi on consomme autant de beurre au Québec, les gens oublient là, que le beurre, c'était vraiment cher dans le passé, mais vraiment très cher. Tout simplement, surtout dans une époque où tu n'avais pas de réfrigération. Donc, le beurre ne se gardait pas aussi longtemps. Le processus de fabrication du beurre était vraiment pénible. La margarine arrive, puis dans le temps qui arrivait, c'était un quart du prix du beurre. Je veux dire, le producteur laitier n'était pas content, là. Donc, les interdictions de vente sur la margarine, tu en as eu en Ontario, tu en as eu au Québec, tu en as eu avec les colorants, tu as eu plein de réglementations à gauche et à droite. Puis le but de ces réglementations-là, c'était vraiment d'enlever la concurrence de ça. Et nos types de consommation sont vraiment affectés. Puis, au quotidien, on ne le remarque plus parce que nos choix sont déjà imbriqués. Donc, disons, quelqu'un qui a grandi dans les années 80, 90 au Québec avant que l'interdiction, la partie soit enlevée sur les colorants, la plupart des gens, probablement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient tellement incorporé le comportement que tu ne pouvais pas te dire « je vais manger autre chose que du beurre » parce que c'était la seule option qui était disponible. Ben, il y a eu plusieurs discours là-dessus. Hein. Je me souviens, moi, quand j'étais au... Je me semble que c'était dans le temps de l'école primaire, il y avait comme une espèce de mode en nutrition qui nous disait « Ah oui, mais la margarine Bessel, là, c'est vraiment meilleur pour la santé que du beurre. Il y a moins de cholestérol, puis tout. » Puis quelques années après, le discours a complètement changé. Ils nous ont dit « Voyons, la margarine, c'est plein de produits transformés, c'est le meilleur du beurre. Il y a juste du lait là-dedans. » Mais tu veux-tu parier? Je ne me souviens pas c'est quelle année que... il y a eu un switch quelque part dans le discours. Je me souviens plus quand. Là, mais je me souviens pas quelle année le Québec a enlevé sa réglementation sur la margarine. Mais dans ma tête, j'ai quelque chose dans les années 90. Oui, c'est pas mal ça, je pense. Tu es allé à l'école dans les années 90. Oui, exact. Quand tu as enlevé la réglementation, qu'est-ce que tu penses les compagnies de margarine ont fait? On fait de la pub intensément. Ils ont dit nos produits sont incroyables. Remplacer le beurre par nous, parce que maintenant, vous voyez, parce que la couleur de la margarine avant le colorant, c'est vraiment pas beau. Pour ça, le colorant, non, mais le colorant, ça a l'air ridicule, mais la réglementation sur le colorant, c'est. Les gens aiment ça quand leur nourriture a l'air appétissante. Pas juste oui, on mange avec les yeux, tu sais. Oui, en grande partie. Donc, la réglementation du colorant, c'était pas anodin. C'était pas un truc juste esthétique. C'était vraiment conçu pour détruire la compétition de la margarine. Tu enlèves la réglementation. Disons, là, je ne me souviens plus des détails pour le Québec spécifiquement, mais tu me dis, là, tu as eu tout le discours qui est apparu sur c'est bon pour la santé. Je suis prêt à mettre de l'argent sur la table que c'est quand c'était juste que tu as été exposé à cette publicité-là parce que tu as eu que la réglementation a été enlevée. Donc là, les comportements des gens pouvaient se réajuster vers vers la manière qu'ils optimisent en fonction du prix et des caractéristiques du produit. Mais je pense que l'alimentation, c'est sûrement un des domaines où on entend le plus une chose et son contraire. Moi, je me souviens de. Je demande pas grand-chose, j'ai juste un espace pour être capable de faire mes affaires. Yann, t'es pas sur mute. Finalement, Yann, c'est pas grave, je le coupe. Mon mute ne marche pas.
Ou peut-être je le couperai même pas, c'est encore plus drôle. Non, mais je me souviens de plein d'affaires. Là. Je me souviens quand j'étais petit, on nous disait ah, mais le matin, c'est vraiment important, prendre un verre de jus d'orange, tu sais, c'est des vitamines C, c'est important, ça te donne des vitamines, puis ça te donne de l'énergie, puis c'est vraiment bon le matin prendre du jus d'orange. Quelques années après, franchement, le jus d'orange, il y a bien trop de sucre là-dedans, c'est dégueulasse pour la santé. C'est comme prendre un Pepsi, en fait. Là. Puis, Ah oui. des exemples de même, là, je pourrais vous en donner 50. Là. C'est des genres de trucs que je retiens, là, mais je les ai tous entendus. Le lait de soya, c'est vraiment meilleur que du lait normal. Écoutez, il n'y a pas de produit animal, mais c'est plein de nutriments, c'est plein de ci, c'est plein de ça. Il y a des niaiseries comme ça, contradictoires qui se passent? Parce qu'il y a deux niveaux d'études qui se font. Les gens vont faire le niveau d'études en laboratoire pour savoir si X ou Y a un effet sur, par exemple, disons, les pesticides sur le cancer. Tu vas dire un pesticide ou un insecticide a tel effet sur la probabilité d'avoir un cancer. Mais ça, c'est le niveau en expérience contrôlée. La réalité, c'est que quand les gens font des choix, ce n'est pas une expérience contrôlée. Par définition, tu as un pattern qui émerge, qui est non contrôlé. Donc, il faut que tu fasses encore plus de contrôle. Puis ce que je dis, par exemple, quand je donne mon cours de micro, je dis à mes étudiants, c'est théoriquement possible, pour un économiste, que les pesticides réduisent le cancer. Les étudiants ne me croient pas, je leur dis, on va faire une fonction mathématique dans laquelle ta santé dépend en partie de la quantité d'insecticides que tu as, mais aussi de l'élasticité de l'offre de produits alimentaires relativement aux pesticides et la qualité de ta diète sur ta santé. Autrement dit, là, sans pesticides, les prix montent. Les prix montent, tu sélectionnes d'autres aliments qui vont être plus cancérigènes. Exactement. Donc, tu pourrais, par exemple, si disons les produits frais, tu dis une pomme, c'est bon pour la santé, mais le pesticide dessus, au net, te nuit. Mais ça, c'est toute chose étant égale par ailleurs, le pesticide te nuit. Mais si, par exemple, la différence de prix aurait fait en sorte que tu aurais pris un produit transformé, qui a beaucoup de sel, mais qu'à cause qu'il y a beaucoup de sel, se préserve plus longtemps, donc un longer shelf life. Donc, la pomme, disons, aurait survécu sans le pesticide juste une journée sur le stand. Le sac de chips peut toffer très longtemps dans un sac sans avoir de problème de durée sur les tablettes. Mais dans ce cas-là, tu as déplacé vers une source qui est probablement plus susceptible de te causer des problèmes de santé. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'effet cancérigène du pesticide. La question, c'est quoi la réponse behaviorale qui est causée par le fait d'utiliser des pesticides sur les prix, sur la consommation via l'effet sur les prix, sur le coût marginal de produire. Donc, les gens qui ont toujours ces espèces, les variances, pour moi, que j'ai toujours vues dans les espèces de discours sur la santé, c'est que les gens prennent probablement des études qui sont vraies ou qui ont entendu, qui sont discutées dans les médias, qui sont absolument vraies sur l'effet en laboratoire. Mais après, quand tu regardes les données dans l'univers du réel, où est-ce que les gens ont fait des choix, puis que ça a eu plusieurs rondes d'interaction, donc il y a des récursions entre les variables, là, les gens font comme « Ah! » Tu ne vois plus l'effet négatif. Donc, par exemple, tu dis... c'est pas juste ça aussi. C'est des fois, on va arriver, on va dire tel produit augmente de 40 ta probabilité d'avoir un cancer. Le problème, c'est que la probabilité d'avoir le cancer, c'est 0,0002 Ouais. On s'en fiche. Mais ça, c'est parce que les gens savent, les journalistes savent. Ça, c'est généralement... Il y a un journaliste au Québec qui ne fait pas cette erreur-là, qui fait jamais cette erreur-là, c'est Jean-François Clich au Soleil, qui a une vraiment bonne compréhension scientifique. Probablement une exception au Québec. Lui comprend non seulement la question du baseline. Donc, si j'ai une chance sur 1 million de mourir demain matin en traversant la rue, tu me dis que tu doubles ça, ou une chance sur 500 000, ça va changer ma décision de traverser la rue dramatiquement. Probablement que ça va avoir un effet à la marge. Là. Je vais peut-être rester 10 minutes de plus à la maison certaines journées, peut-être. Mais l'idée, c'est que tu peux doubler quelque chose qui est vraiment petit, ça va rester petit. Là. C'est pour ça que j'ai vraiment toujours un scepticisme à l'égard de quand les choses sont rapportées dans les médias. Ça ne veut pas dire que c'est. C'est pour ça que les gens pensent fake news aussi, by the way. C'est pas parce que c'est faux. C'est parce que c'est vrai en soi, mais ça ne dit absolument pas ce que tu penses que ça dit. C'est là que, pour ça que les gens disent des informations, fake news, parce que tu ne comprends pas c'est quoi la nature de la collecte d'informations. Tu peux avoir 1000 pièces d'informations absolument vraies,
Puis la raison que les gens font des erreurs à partir de choses vraies, c'est qu'ils n'ont pas un cadre interprétatif qui permet de filtrer l'ordre dans lequel les vérités doivent être faites pour arriver à quelque chose. Si tu dis, par exemple, les pesticides ont un effet sur le cancer, no shit. Est-ce que plus de pesticides va causer plus de cancer? Pas nécessairement si, par exemple, tu incorpores une autre vérité, celle de l'économiste, que la demande a une pente qui va vers le bas. Donc, si tu réduis le prix de quelque chose, les gens vont en prendre plus. Mais si tu réduis le prix des aliments frais à cause des pesticides, peut-être qu'il va y avoir un effet qui va contrebalancer lui. Là, la question devient empirique. Là, tu sais c'est quoi qu'il faut que tu cherches comme vérité. Puis la deuxième manière que tu ferais de la désinformation dans ce cas-là, c'est si tu mentais sur le résultat de ça que tu décidais de. Mais ils ne font jamais ça, les médias, honnêtement. Non, c'est qu'ils n'ont pas le mindset pour le faire. Parce que je vais te donner un exemple. Christian Page a pété une fuse la semaine passée à Radio X-Files. J'écoutais ça le soir, puis il y a eu un rapport, genre, sur les UFO pendant l'été, les ovnis. Puis c'est comme un rapport pour parler du rôle de l'armée américaine, là, que tous les cadres qu'ils ont reçus, ainsi de suite, au fil du temps. Puis il y avait comme la plupart des événements s'expliquaient par des avions américains, des fois des avions espions, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'événements qui s'expliquaient par des phénomènes naturels, tout simplement. Puis il restait genre 700-800 événements à peu près qui étaient non explicables. Mais c'est vraiment écrit, c'est non explicable parce qu'on manque de technologie pour l'expliquer. C'est quand même des gens crédibles qui ont amené ces événements-là. Mais il n'y a rien qui nous laisse croire à une présence extraterrestre, par exemple, dans le rapport de ces événements-là. Puis le rapport, tout ce qu'il disait, il disait pas grand-chose, autrement dit, le rapport. C'est un rapport qui était plutôt décevant, lui, de son côté. Par contre, la manière ça avait été repris dans les médias, c'est l'armée américaine n'exclut pas une présence extraterrestre. L'armée américaine dit telle affaire. Tout ce que les médias disaient par rapport à ça était 100% vrai. Seule affaire, c'est que c'était une interprétation très, très, très étirée du rapport. C'est comme si... Parce qu'ils ne savent pas le lire. Puis, écoute, je suis content que tu parles de ça parce que c'est probablement le meilleur exemple. Je vais écouter l'entrevue avec Christian Page, mais il y avait un gars qui était un physiciste à Caltech qui a pris des événements qui restaient dans cette liste-là cet été, puis qui a juste regardé la physique de certaines des choses, puis il a dit, par exemple, celui-là que tu observes, ça peut être la rotation d'un avion, d'un jet, puis la rotation, ce qu'il fait, c'est qu'à cause que la vélocité est assez grande, c'est que c'était quelque chose que ça, je suis pas en train de faire des erreurs quand il explique, mais que tu as une illusion d'optique qui se forme, où au lieu d'avoir deux faisceaux de lumière, tu en as un qui se converge parce que le temps entre ton point d'observation et où la rotation se produit, ton information est distorsionnée, que deux cercles qui font une rotation comme ça sont en réalité, t'apparaissent comme un seul cercle parce que tu es tellement loin. Puis il était capable de passer au travers, puis il faisait des simulations avec des logiciels mathématiques où est-ce que tu étais capable de réorganiser l'information pour dire, regarde, c'est juste une illusion qui se passe, c'est une fonction, il y a comme une convergence, il y en avait qui montraient que c'était seulement parce que il y en avait un, en fait, qui montrait qu'une séquence de Fibonacci réussissait à expliquer la chose, que tu avais une sorte de golden ratio qui se passait au fur et à mesure que tu t'éloignais. Donc, tu étais sûr de voir ce que tu pensais voir, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu pensais voir. Mais ça, c'est toutes des choses que, quand tu voyais la liste de comment il l'expliquait, ton cégep en mathématiques, ton calcul différentiel intégral et algèbre linéaire serait suffisant pour comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Ça serait parfaitement suffisant. Puis là, je ne demande pas aux gens de connaître tout ça. Je ne pense pas qu'un mécanicien devrait connaître ça. Je ne pense pas qu'un médecin devrait connaître cette information-là. Ce que les gens doivent faire, journaliste qui doit communiquer de l'information qui est vraiment multidisciplinaire, lui devrait connaître ces outils d'analyse-là parce que des maths, ce n'est pas conçu pour... puis même... c'est même pas les maths très, très, très poussées. Là. C'est juste une question de logique. Là. Tu fais juste regarder la conclusion qu'il y avait avant. C'est qu'il reste, mettons, on va dire 700 trucs qui ont été inexpliqués. Mais là, dans la tête de, mettons, des journalistes ou des gens, donc, comme ils sont inexpliqués, ils sont inexplicables. Et comme ils sont inexplicables, ils prouvent que
Là, il y a un glissement là-dedans qui n'a pas aucun Ouais. crise de sens. Ouais, en fait, Non. effectivement, tu n'as même pas besoin de maths pour voir que logiquement, tu as fait un saut de raisonnement logique. Il y a bien des choses qui sont inexplicables présentement. Mais qu'il Hey, devient, ben, tu peux tu peux regarde le la donner. quantité de crimes qu'on a résolu avec l'ADN à un moment donné. Tu sais, je veux dire, quand on a eu l'avènement de cette technologie-là dans la criminologie. Mais en fait, ce qu'on a à passer comme message aux citoyens, tu as raison que le citoyen n'a pas besoin de faire le calcul différentiel pour discerner le vrai du faux. Par contre, le citoyen, tu disais tantôt, je suis très sceptique envers les médias. Je pense que ça devrait être l'état normal des gens. Puis même quand ils écoutent notre propre podcast, ça devrait être la même chose. Ils devraient être sceptiques sur tout ce qu'on dit, puis se garder certaines réserves sur plusieurs aspects des éléments qu'on dit. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Ne pas tout le temps croire tout ce que tu entends parce que gardez une chose en tête. Aujourd'hui, les médias survivent et vivent grâce au volume, grâce aux clics. Je donne un exemple. Je commence à trouver qu'il y a des patterns sur des sites comme Météo Média qui me font chier un peu. Là, parce que moi, je suis un organisateur d'événements publics à l'extérieur. Fait que, veux pas, la météo quand même assez importante. Ben, Christy, ça arrive jamais cet été que quand j'ai une game de baseball, c'était un mercredi ou un dimanche, ça arrive jamais que si je regarde la météo 5-6 jours avant, ils annoncent pas de la pluie. Ils annoncent toujours de la pluie. Puis la raison que je commence à penser pourquoi ils annoncent toujours de la pluie, c'est que leur prévision 5-6 jours avant, c'est un peu de la merde. Là, tout le monde le comprend. Sauf que s'ils annoncent de la pluie, je vais y retourner dans 6 heures sur le site, puis je vais y retourner le lendemain, puis je vais y retourner après, jusqu'à temps que mon événement arrive. Plus on s'approche de l'événement, plus la prévision va être fiable, puis elle va être plus réelle. Mais le problème, c'est que s'ils annoncent du soleil dans 5 jours, je ne retourne plus sur le site cette semaine. Il va faire beau à la game de baseball que j'organise, puis je n'ai pas besoin de me casser la tête. Fait que je commence à trouver que si j'étais à la tête d'un site comme Météo Média, je suis moins récompensé à donner des prévisions fiables 7 jours à l'avance que d'annoncer de la pluie 7 jours à l'avance. Fait que là, tu es là, tu te dis, OK, ce biais-là existe financièrement. Là. Ben, l'homme étant ce qu'il est, il y a une certaine logique à favoriser des prévisions un peu plus pessimistes parce que ça amène plus de clics sur le site. Puis il faut que de toute façon, tu dois juste être précis quelques heures avant l'événement pour montrer vraiment ta fiabilité. Fait que quand tu prends ça, puis là, c'est anodin, c'est la météo, puis c'est l'organisation événementielle. Mais des exemples comme ça dans les médias, c'est pareil. Tu sais, le Christian Page qui a fait son pain et son beurre en étant plus objectif sur les événements paranormaux, a un grand avantage à dénoncer, comme il a fait vendredi passé, ce genre de choses-là, parce que ça, c'est son pain et son beurre. Mais il riait d'un gars qui s'appelait Mellon, je pense, dans son intervention. Je veux dire, il se foutait de sa gueule en ondes d'aplomb. Ben, le gars comme Mellon, lui, de son côté, il a probablement fait son pain et son beurre en faisant croire que la vie extraterrestre existe pour vrai. Fait que t'es là, avec l'explosion des médias, quand on rajoute les médias sociaux, YouTube et tout ça à l'intérieur, c'est ce que les gens comprennent, c'est qu'il y a des grands avantages à avoir des médias de niche parce que tu peux avoir accès à des experts qui, normalement, ne te donneraient pas autant de temps, la grande générosité que Vincent nous parle tout le temps. On n'aurait pas accès à ça normalement. Mais aussi, le grand désavantage est que se créer une niche de désinformation, c'est aussi facile à faire. Oui, puis c'est payant. On en a parlé l'autre fois, Yann. Nous autres, si on faisait un podcast complètement pété où on délire sur la commission trilatérale, je ne sais plus trop quelle autre patente, borderline théorie du complot, bien, on va tripler le nombre d'auditeurs, puis il va y avoir plein de monde qui vont suivre. Mais après ça, je veux dire, c'est comme le citoyen doit s'outiller contre ça maintenant. C'est un peu ça l'idée, c'est que le citoyen doit arrêter d'être crédule, puis on sait que ça n'arrivera pas. Là. Des gens qui vont toujours être crédules. Je veux dire, les charlatans ont commencé à vendre des potions magiques il y a 500 ans. Là, je veux dire, ouais. Mais le problème, c'est que malheureusement, le problème, c'est que l'action de penser par soi-même, là, comme disait Kant, ait le courage de te servir de ton propre entendement. Ça, c'est quand même compliqué là, pour beaucoup de gens parce que moi, j'en vois beaucoup là, sur les réseaux sociaux que ils disent ah, mais ils regardent les autres, je ne sais pas, qui écoutent les bulletins de nouvelles là, sur le câble, ils disent vous autres, vous avez le cerveau lavé parce que vous écoutez, je ne sais pas moi, TVA, etc. Puis là, tu dis c'est parfait, fine. Il faut avoir un recul, tout ce qu'on vient de dire par rapport aux médias traditionnels, les conclusions qu'ils font. Mais toi, tu as remplacé TVA par tel gourou que tu suis sur Internet et il y a la même fonction
Exact. de biais cognitifs là, dans ton histoire. Donc, en réalité, tu ne te sers pas plus de ton propre entendement que l'autre personne auquel tu es en train de rire. Et Tu fais la même chose. Là. puis pire que ça, Frank, c'est qu'en éliminant tous les intermédiaires, parce que c'est un peu ça qu'une chaîne YouTube fait, c'est qu'on élimine les intermédiaires pour que les revenus publicitaires rentrent directement aux producteurs de contenu. Il n'y a pas d'agent, il n'y a pas... il y a plus personne qui travaille à la technique, il n'y a plus de monteur. Fait que, en éliminant tous ces intermédiaires-là, les producteurs de contenu ont besoin de rejoindre moins de gens pour faire des bons revenus. Fait que t'es vraiment, c'est là, il faut vraiment que tu augmentes un peu ta dose de scepticisme. Par contre, ça, c'est le volet où est-ce qu'il y a une responsabilisation à faire au niveau de l'individu. Par contre, la qualité de ce que tu peux retrouver, il y a beaucoup plus de gains pour la société dans ma tête que de... Oui, ben écoute, moi j'ajouterais de quoi sur la question de l'entendement. C'est pour ça que je pense qu'on en parlait il y a une couple de semaines. Tu avais, ça c'est surtout présent aux États-Unis, l'idée qu'il y avait une période dans les années 60, tu avais juste 3 canaux de nouvelles, puis c'était la bonne période où les Américains se rassemblaient autour de la télévision et partageaient la même information. Ça, mais ça, c'est vu comme un golden age. Puis oui. C'était le bon vieux temps. Ça fait aucun sens parce que tu avais, premièrement, ce qu'on oublie, c'est que tu as un économiste qui s'appelle Tom Hazlitt qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle Political Spectrum et comment, dans les années 50, 60, les règles sur l'attribution du spectre pour la diffusion, la télédiffusion, a été tellement protégée de la concurrence que c'était un objectif, en fait, de réduire la concurrence pour les firmes établies. Donc, pour ABC, j'oublie NBC, puis j'en oublie un des 3 grands canaux qu'il y avait à l'époque. Ce que tu as créé en faisant ça, c'était que tu avais un monopole. C'est sûr que dans un cas comme ça, tu as 3 firmes qui se partagent le marché. Tu n'avais pas une tonne d'informations. Mais, par exemple, ce que les gens oublient, c'est, puis ça, c'est pour les gens de gauche, il y a un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Radio Right, c'est Paul Matzo, qui montre que comment les gens se sont déplacés vers la radio. Donc, tu n'avais jamais eu cette affaire-là. Les gens se sont déplacés vers d'autres médias. Donc, tu avais une légèrement moins intense réglementation de la radio que de la télévision. Donc, tu avais un peu plus de compétition dans le monde de la radio. Et ce que tu avais sur la radio aux États-Unis, on oublie cette histoire-là, mais tu avais, par exemple, Fred McIntyre ou Carl McIntyre, j'oublie le prénom, mais il y avait un show de radio, c'était un ultra-chrétien, conservateur, anticommuniste qui avait fait un boycott très connu des jambons polonais. Parce qu'il y avait eu un accord d'échange avec la Pologne pour importer certains produits agricoles. Puis là, c'était The Commie Hams, Polish Hams. C'était vu comme on ne peut pas faire d'entente avec les communistes. Puis c'était lui qui avait organisé ça, qui avait beaucoup milité pour ça. Mais si tu regardes, par exemple, tu vas voir les figures du talk radio conservateur aux États-Unis aujourd'hui. Plus aujourd'hui parce qu'il est mort, là, mais Rush Limbaugh, par exemple, lui, il dit qu'ouvertement, il y avait une dette intellectuelle, une dette même stylistique à ce mouvement radiophonique qui existait. Donc, les gens, c'est pas vrai qu'ils se côtoyaient autour de la même façon. Les gens veulent de la variété. Les gens veulent justement des types d'informations différents. Ils ne veulent pas partager le même espace que tout le monde. Ils veulent partager un espace avec les gens qu'ils aiment, qui les intéressent. Donc, OK, fine, peut-être que tu as justement peut-être le risque d'avoir des clans, des tribus politiques qui sont plus polarisées, mais tu as aussi la chance d'avoir des biens culturels qui sont plus partagés. Donc, à la radio, tu vas avoir des produits pour des gens qui sont chrétiens, des produits de foi, tu peux avoir des produits qui sont des produits de radio. En fait, même juste des questions musicales. Le FCC réglementait agressivement qu'est-ce qui était à la radio. Il y avait des chansons qui étaient inacceptables parce qu'il y avait des gros mots dedans. Mais le heavy metal est né comment? Ben, on oublie, par exemple, j'oublie quel groupe avait fait ça en premier, mais c'était rare les gens qui faisaient des albums qui enregistraient leurs concerts live parce que la qualité du son était juste absolument merdique. Je pense que c'est, honnêtement, j'ai en tête que c'est Kiss qui a fait le premier enregistrement d'un concert. Ou Deep Purple, je pense.
je ne sais plus, mais que c'était genre la manière qu'ils avaient fait de compétition. Ils avaient créé un nouveau produit entièrement avec un recording de vraiment bonne qualité et les gens avaient acheté les vinyles à cette époque-là quand même encore, mais le vinyle était l'expérience du concert. Donc, tu En fait, avais... Vincent, ce qu'on se rend compte aussi, tu sais, le passage à la radio, je reviens juste un peu là-dessus, pour les mouvements un peu plus de droite, des affaires de même. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quand même contre-intuitif parce que maintenant que YouTube est là puis a fait exploser ces monopoles-là au niveau du télévisuel, ce qu'on se rend compte, c'est que la préférence des gens est réellement vers la vidéo. Ça a jamais, la préférence radiophonique n'a jamais été vraiment là. La préférence naturelle de l'humain, c'est le vidéo pour vrai. C'est pour ça qu'en Europe, par exemple, toutes les émissions de radio sont filmées. Tu sais, que si tu écoutes, mettons, là, C'est exactement. je sais vrai, pas j'avais moi. jamais pensé à Ben ça. oui, c'est quand tu regardes, mettons, Sud Radio, je sais pas moi, Europe 1 ou peu importe les grosses chaînes qui ont des radios là, en Europe, c'est tout le temps filmé comme si là, tu vois juste le dedans du studio, les gens parlent, puis c'est mis sur Internet. Là. Parce que les gens veulent entendre, mais ils veulent voir. Écoute, j'avais jamais cliqué sur ça. Puis le pire, c'est que je pense à des entrevues, par exemple, il y en a une que je trouve légendaire d'un politicien anglais que je trouve fascinant, même si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est Jacob Rees-Mogg du Parti conservateur. Euh, il est absolument condescendant avec ses adversaires, mais le gars est un élitiste. C'est peut-être ça qui m'appelle chez lui. Mais il n'est Il pas parle, généreux. il est très généreux avec ses Ah, adversaires, OK. mais il est très snob. Mais quand il démolit avec un anglais parfait. Donc, tu te fais smackdown comme il faut. Puis à un moment donné, il est à la radio, puis il y a quelqu'un qui l'appelle. Puis au final, tu regardes le clip sur YouTube, puis ce que tu vois, c'est lui qui parle dans un microphone avec quelqu'un qui a appelé sur la ligne. Mais c'est un des moments qui m'a fait le plus rire parce qu'il dit tel groupe est financé par l'Union européenne. L'auditeur, il appelle, il dit, mais ils reçoivent juste 0,5 de leur budget par l'Union européenne. C'est ça, ils sont financés par l'Union européenne. Mais ils reçoivent juste 0,5. S'ils reçoivent du financement par l'Union européenne, c'est correct de dire qu'ils reçoivent du financement par l'Union européenne. Puis le gars, il s'ostine avec, mais là, tu vois ce poche anglais avec le nez dans les airs qui répète, mais avec un anglais parfait. Parfait. Puis moi, je trouvais ça drôle de l'écouter répondre comme ça. Mais probablement que si je l'avais écouté à la radio, je n'aurais pas eu la même expérience. Puis ça fait du sens que ça soit enregistré parce que il y a quelque chose de plus, que tu vois l'attitude de la personne, tu vois tout le non-verbal. Puis ça me fait penser à quel point on a détruit de l'information en disant aux gens, ben, écoute, tu veux un peu de variété dans le contenu, ben, il va falloir que tu perdes sur cet aspect-là de la qualité pour toi. Puis ça fait du sens qu'aujourd'hui, avec l'arrivée euh, des produits YouTube de Joe Rogan, que je maintiens, qui est absolument fascinant, tous ces véhicules-là, que les gens se déplacent, retournent vers ça et que les médias traditionnels essaient de trouver des manières d'attaquer tout ce monde-là en disant que c'est de la désinformation ou que c'est pas la même qualité que je dis probablement qu'il y en a des trucs vraiment de mauvaise qualité, puis il y en a que c'est de la désinformation. Mais la réalité, c'est que si tu les compares avec toi, il y a des dimensions du produit qui sont importantes. Ouais. Donc, il ne faut pas surestimer la qualité des médias. Là, je veux dire, Ouais. Ben moi, ce que j'aime pas on a dans cette compté l'histoire mentalité-là, d'infirmiers. c'est ce que j'aime pas dans cette mentalité-là, c'est qu'il y a toujours un peu l'idée qu'il faut protéger les gens qui consomment du contenu un peu. Il faut comme les protéger contre l'information qu'ils vont avoir d'un coup qu'elle ne serait pas vraie. Ce qui, pour moi, est un peu la même chose de dire, Non, ben mais là, ça va à écoutez, l'encontre. Ça les va à gens l'encontre de la société ouverte, ça. ben ouais, c'est un peu la même mentalité que les gens qui veulent trouver des moyens pour empêcher les gens pauvres d'acheter du Pepsi, parce que c'est pas bon pour eux, ils ne le savent pas, mais c'est pas bon pour eux. Fait que faut trouver des moyens pour montrer aux gens qui regardent des vidéos sur Internet, là, sur des chaînes YouTube, où il faut leur dire là, que quand ils écoutent Joe Rogan, des fois, ça peut ne pas être vrai. Ouais, mais ça se peut qu'ils le savent aussi. Là, je sais pas. Là, mais tu sais, mais c'est vraiment hot ce que tu viens de dire parce que il y a quelque chose qui me tape sur les nerfs dans la manière dont les gens veulent protéger certains types. C'est vrai qu'il y a des informations, c'est un problème, mais tu peux répondre de deux manières différentes. Tu peux essayer de dire qu'on va éliminer ces sources-là
Et dans le processus, tu pourrais éliminer des choses qui sont bien, ou même parfois des gens qui font accidentellement de la désinformation, mais qui généralement produisent du bon contenu. Donc, comment tu fais pour, filtrer? Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un principe, je pense, qui est important ici, c'est qu'est-ce qui préserve la démocratie libérale? Est-ce que c'est l'élimination d'informations qui peuvent te rendre inconfortable et qui nécessitent l'exercice et la pratique du réflexe, du débat, de la discussion, du scepticisme, ou c'est de justement continuellement exercer le scepticisme, la contre-évaluation. L'idée que, en fait, quand j'entends ces gens-là parler, j'ai l'impression que c'est de la taxidermie de la démocratie, qu'on se dit, ben voici, on aime qu'est-ce que la démocratie est maintenant, on va la taxidermer, on va en faire l'espèce de truc que tu gardes dans ton mur avec la tête de l'orignal. Puis là, ça c'est beau. C'est comme, non, par définition, c'est bordélique et ça nécessite constamment que tu refasses l'exercice. Donc, si par exemple, tu prends la désinformation, ben, mon exemple qui me vient en tête, c'est The Incredible James Randi, que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais James Randi, c'est un philosophe, mais c'était un gars qui disait que n'importe qui disait qu'il était capable de faire des choses paranormales ou surnaturelles, s'il était capable de lui prouver que c'était surnaturel et qu'il le faisait dans un contexte devant un auditoire puis tout, puis qu'il n'était pas capable de l'expliquer, il était prêt à le payer 1 million. Ouais. Donc, le Ben, gars, c'est ce qui a inspiré, je pense, tu avais l'organisation maintenant qui s'appelait les Sceptiques du Québec, là, qui promettait de donner, je pense, c'était 10 000. Ben là, on est au Québec quand même. Là. Le budget, mais donner de l'argent. eux autres, ils promettaient, je pense, de donner 10 000 à quelqu'un qui prouvait l'existence de quelconque truc paranormal ou un fantôme ou whatever. Ben, ça c'est beaucoup plus important comme exercice, right? D'utiliser la lumière comme un désinfectant naturel. J'ai déjà fait beaucoup de peine à un de mes professeurs quand j'étais au secondaire une fois. C'était celle qui faisait les cours d'éducation religieuse, tout ça. Puis elle avait des événements tristes dans sa famille. Là. Elle avait perdu un enfant, des choses comme ça. C'était quand même assez triste. Puis elle nous expliquait que souvent, elle avait des signes que son enfant, il communiquait avec elle à l'occasion, tout ça. Puis elle dit, un moment donné, j'étais dans mon salon, puis soudainement, la télé s'est allumée, puis tout ça. Moi, je suis dans le fond de la classe, sceptique de nature, je pars à rire. Je dis, t'es assis sa manette. Est-ce que t'es méchant quand t'es dans son R2, pareil. Hein? Oui. Mais tu sais, c'est vraiment méchant. Aussi, ben, ce que tu dis, ça permet d'ajouter un caveat à ce que je disais il y a 2 secondes. C'est aussi la question, c'est à quel point certaines fausses croyances sont vraiment problématiques. Je veux dire, à qui elle faisait mal? Personne. Absolument personne. C'était. Elle méritait pas ce que j'y avais fait. Hein. Non, effectivement, tu n'étais vraiment pas correct. mais l'idée, c'est que. C'est un peu spécial de se répandre comme ça devant des jeunes. Mais mettons qu'on va à l'extrême où est-ce que tu sais, tu as quelqu'un, par exemple, qui dit des faussetés sur les Juifs et qui dit des choses absolument atroces, puis ça vient qu'il y a des actes de violence qui sont posés par des imbéciles contre des gens de la communauté juive. Ben, là, tu as un devoir de répondre. Mais le cadre historique est généralement assez clair que la meilleure manière de gérer ces gens, ce n'est pas de leur interdire de parler. S'ils sont insignifiants, tu les ignores. S'ils ont trop d'importance, tu les débats. Puis le meilleur exemple pour moi, ça demeure en Angleterre, le plus grand des trous de cul que j'ai jamais vu de ma vie. Irving? Non, Nick Griffin. Nick Griffin. Qui était... qui essayait de jouer toutes les cartes en même temps, qui essayait d'être gentil avec des gens du KKK, qui étaient vraiment ouvertement racistes, mais qui sont partis, le British National Party avait réussi à faire un score assez exceptionnel dans une élection européenne. Right? Ils avaient réussi à faire élire un membre au Parlement européen. Donc, lui, il avait le center stage, c'était un big deal, big deal. Ils l'ont amené à un show Question Time à la BBC. Tu avais plein de snowflakes, parce qu'on sait ça que c'était, des snowflakes anglais qui disent « Oh, vous ne pouvez pas lui donner une tribune. » Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été à la tribune. Il y avait des conservateurs, des libéraux, des Lib Dems, en fait, en Angleterre, puis des Labours, qui l'ont enfoncé. Le gars, là, il s'est retrouvé dans un coin. Il s'est fait visser. Puis les gens l'écoutaient, puis
tu avais des questions qui étaient posées, qui étaient vraiment déconcertantes. C'est voici ce que vous avez dit à des gens du KKK aux États-Unis. Est-ce que vous avez vraiment dit ça? Puis là, tu vois qu'ils essayent de bullshiter une explication. Puis la réponse, qu'est-ce qui s'est passé à l'élection subséquente? Le BNP a implosé. BNP n'existe plus aujourd'hui. Généralement, la lumière et l'exercice du débat est un désinfectant vraiment efficace pour les ordures. Puis non seulement ça, mais ce qui était vraiment incroyable dans ce débat, c'est qu'il n'y avait aucune personne qui l'insultait. Ouais. Tous les gens qui engageaient avec lui étaient incroyablement polis. On est-tu encore capable de faire ça? Non, mais moi, je pense pas. Je pense qu'on encourage vraiment, en polarisant justement de plus en plus les discussions. Bon, je ne sais pas comment le dire non mathématiquement, mais pour ceux qui ont déjà fait des graphiques de ce qu'on appelle des phase diagrams, tu as des points dans lesquels l'équilibre va toujours s'éloigner. Tu peux plus. C'est-à-dire que si tu commences à un certain point, puis que tu rejoins ce point-là par accident, tu ne peux plus te retrouver dans le sweet spot. Tu vas toujours t'en éloigner. Ouais. Les mécaniques naturelles font que tu t'en éloignes constamment. Il faut que tu restes, genre, puis ça, c'est l'idée, en fait, c'est comme si tu avais une sorte de corridor très étroit dans lequel tu veux rester. Dès que tu sors de ce corridor-là, tu es perdu. Ça, c'est ce que tu vois, je pense, présentement dans la polarisation. Il faudrait qu'il y ait vraiment un choc important qui accidentellement nous ramène dans un corridor plus étroit de civilité. Mais pour l'instant, il y a tellement des rewards importants donnés sur la non-civilité, donc d'être Patrick Lagacé d'un côté ou Alexis Cossette-Trudel de l'autre, parce que pour moi, c'est la même catégorie d'intellect. C'est manque de générosité dans le cheap, le gratuit, le généreux, le ad hominem, le non fondé. Pour moi, c'est les deux mêmes choses, ces deux individus-là. Mais qu'est-ce qui se passe? L'espace dans lequel tu peux être civil, généreux avec les gens avec qui tu engages n'existe plus. Et il n'y a plus, je veux dire, je suis peut-être la seule tête de cochon qui dit, tu sais, c'est difficile même pour moi puis je pense que c'est un principe important. Même moi, des fois, c'est tellement envenimé les discussions que j'ai envie de faire un petit Patrick Lagacé des fois, de sortir une cheap shot pas correcte. Pas une taquinerie à un ami, là, vraiment une petite cheap shot pour comme. Tu le fais hors d'onde. Je le fais hors d'onde, mais je devrais même pas. Je veux dire, c'est pas un bon comportement, mais la réalité, c'est que les gens répondent aux incitations. Des fois, c'est mais on est encore. Puis on est encore humain. Il faut arrêter aussi de se dire qu'on vise la perfection. On est des êtres imparfaits. Puis l'imperfection, parfois, c'est le fun. C'est plate à dire. Je suis d'accord, mais l'idée, il y a une différence entre la perfection et le perfectionnement. Oh, oui, exact. Tu peux t'améliorer, tu peux être une meilleure personne. Puis la réalité, c'est que ça revient aux règles du jeu. C'est quoi les règles du jeu? C'est quoi les incitations qui font en sorte que tu agis de la bonne manière? Parce que c'est pas juste que tu veux des gens qui sont bons, c'est que tu veux que les incitations font que même les gens qui sont pas bons, qui sont des gens malicieux, des ordures à toute fin pratique, agissent comme des gens nobles. Mais la question, c'est quoi les incitations? À un moment donné, il faudrait en venir à punir quelqu'un en disant... ça revient à ce que je disais, le devoir du citoyen. Présentement, honnêtement, là, si j'ai une critique à faire envers la masse, c'est qu'on consomme l'information d'actualité ou le jeu d'opinion, tout ça, un peu trop comme un divertissement qui s'apparente un peu trop à la WWE. À un moment donné... Bien dit. C'est vraiment ça. Fait que là, à un moment donné, moi, je trouve que c'est rendu les médias traditionnels et social aussi, là, parce que la cochonnerie est en masse sur les réseaux sociaux. La consommation de médias c'est rendu beaucoup trop un spectacle qui est extrêmement fake. Extrêmement fake. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point que les gens le voient, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on tolère maintenant un divertissement qui est rendu beaucoup trop cheap. On devrait exiger un divertissement d'une meilleure qualité.
sérieusement. Hein. Parce que c'est pas vrai que du crêpage de chignon. Puis, tu sais, je veux dire, c'est rendu occupation double all over the world. Ah, mais je ne suis pas aussi pessimiste que toi parce que je pense à Joe Rogan. La réalité, c'est qu'il y a plein Ouais. de gens qui vont vers lui. Il y a une raison pourquoi il y a tout un deal Ouais, mais avec plein de gens, Spotify. encore là, Vincent, on n'est pas dans la masse. Là. Mettons, c'est 1 million de Plus personnes, de, ça. je suis convaincu qu'il y a plus de gens qui écoutent Joe Rogan à chaque semaine qu'il y a de gens qui écoutent Rachel Maddow à MSNBC. Je ne suis pas convaincu que j'ai raison, mais si on checkait les chiffres, au minimum, ça rivalise. Parce que Ouais, mais là, c'est parce que, OK, ça, c'est le numéro 1, Rogan, parfait. T'arrives vite, ça drop vite après Rogan. Tu sais, je veux dire, attends, il n'y a pas. il y a Ben Shapiro chez les conservateurs qui fait maintenant son propre réseau de médias. Tu as Tim Pool aussi, plus chez la gauche. Tu as tous les autres véhicules qui émergent. Ce que j'essaie d'imaginer, c'est imagine qu'on enlevait encore plus de barrières à la concurrence sur l'information. Ça serait probablement, pour moi, la manière de casser l'équilibre que je décrivais tantôt, là, ça serait probablement la manière la plus idéale, c'est Ben, enlevons toutes les barrières à la mais les concurrence barrières, d'information. n'a plus une tonne. Regarde ce qu'on fait présentement. Non, Je veux non, dire, non, tout non, il y est. a encore une tonne de barrières. Il y a encore le CRTC. Il y a encore la réglementation sur qu'est-ce que tu peux mettre à la radio. Tu as encore du contenu sur le fait quel type de compagnies peuvent rentrer au Canada. Tu sais, le télécom, Ouais, des fair enough, compagnies non mais canadiennes ne peuvent pas rentrer. tu as quand même des alternatives. Là, tu sais, je veux dire, regarde présentement qu'est-ce qu'on fait. Là. Je veux dire, on va chercher 1100 écoutes là, avec nos affaires, avec des no-names. C'est ce qu'on est. Mais tu sais, je veux dire, le setup que j'ai, on a parlé un peu avant d'entrer en ordre, le setup, j'étais à mon chalet, là. Je suis plugué sur le LTE, puis le micro m'a coûté 200$, il est plugué dans mon cellulaire. Je veux dire, c'est ça, c'est la réalité, là. Ouais, mais 2021, c'est fantastique, de un. Puis de deux, il n'y a pas de maquilleur, bon, peut-être qu'il en aurait besoin d'un. Euh, mais tu sais, il n'y a pas de perchiste. there's just so much magic that we can do. Il y a des filtres sur Zoom, hein? Ouais, c'est ça. Encore une fois, there's just so much magic we can do. Mais c'est vraiment ça la réalité. Fait que là, tu es là, tu dis, côté technologique, côté même réglementation, à mon avis, la table est vraiment mise puis ça se développe. C'est pour ça aussi que ça se développe aussi vite, YouTube, là, parce que les chiffres sont malades. Là. Mais c'est encore marginal. Mais les chiffres sont malades en termes de croissance. Fair enough. Mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps, mais il va vraiment falloir que les gens fassent l'effort. Là. Enlève les barrières, puis ça va aller encore plus vite. Oui. Parce que justement, puis non seulement ça, mais encore une fois, psychologiquement, j'ai toujours un malaise. Je pense pas que Radio-Canada est biaisé, là. Okay? Contrairement, je sais que beaucoup de gens à droite pensent que ça l'est. Je pense pas qu'ils ont un biais radicalement différent du reste des autres médias. Ben, ils ne sont pas plus biaisés que TVA. Ça, c'est sûr. Pour moi, ils ont peut-être des petits biais qui diffèrent à certaines marges, mais pour moi, c'est pas un biais unique. C'est un biais qui est partagé, donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Radio-Canada. Donc, ce n'est pas ça ma critique de exactement. Mais l'idée que l'État participe à la production d'informations, tu remontes aussi loin que John Stuart Mill, c'est pas acceptable. C'est une violation du concept du rôle de l'État. Le rôle de l'État, au minimum, c'est de protéger les gens contre la violence, de protéger leurs droits de propriété, de produire des biens publics. La radio n'est pas un bien public. Quand je dis bien public, c'est la définition des économistes, donc non exclusif, donc c'est-à-dire que tu ne peux pas exclure quelqu'un qui ne paye pas. Right? Tu peux techniquement exclure quelqu'un qui ne paye pas à la radio parce que c'est via la publicité. Si personne n'achète les produits du publicitaire, la radio arrête de produire. Si tu achètes les biens du publicitaire, donc le problème d'exclusion est réglé. Et tu as un problème de rivalité. Ce n'est pas parce que moi, je consomme que les autres ne peuvent pas consommer. Non, mais il y a des limites, par contre. Il y a une rivalité jusqu'à ce que les réseaux se rencontrent. Donc, les ondes de certains types d'émetteurs peuvent se rencontrer dans certaines régions. Donc, il y a des limites. Donc, c'est un bien qui est pas nécessairement un bien privé, comme par exemple acheter une crème glacée, mais ce n'est pas un bien public. Une fois que tu as dit ça, ça ne rentre pas dans les fonctions essentielles de l'État. Et non seulement ça, mais tu donnes à l'État une capacité, une incitation à agir d'une certaine manière. Parce que là, tu lui as donné la possibilité de le faire, de favoriser un discours qui est à son avantage.
Et c'est pas vrai que les journalistes à la Radio-Canada sont indépendants. Le fait est qu'ils sont toujours en bataille pour leur financement. Ils ne doivent donc pas déplaire aux autres médias, excuse-moi, aux politiciens. Donc, ils choisissent un peu les sujets en fonction du confort du financeur. Au même titre, by the way, que TVA le fait via les subventions qu'il y a aux autres produits culturels. C'est pour ça depuis, en fait, même depuis l'avènement des énormes budgets publicitaires, c'est encore pire qu'avant. Ah oui. Puis c'est ça, mais l'idée, c'est pas que comment est-ce que ça distorsionne les incitations dans quel type d'information est produit. Puis ce qui est un miracle, c'est qu'au Canada, ce n'est pas un outil de propagande. Là. Je veux dire, il y a un biais, soyons très clairs. Les subventions à la culture ont un biais sur ce qui est produit comme information, mais ce n'est pas un outil de propagande comme dans des cas extrêmes. On peut y aller avec l'exemple de l'Allemagne nazie. C'est même pas proche. Ouais, puis il y a encore de la place à un Radio X. C'est pas ça, là. Mais il y a encore de la place à un Radio X qui, bon an, mal an, fait quand même 2 millions de profits par année. C'est quand même impressionnant, mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est impressionnant c'est pas un outil de propagande, mais tu réalises que si tu as une dégénérescence dans toutes les autres institutions qui font une démocratie libérale, donc toutes les autres garde-fous que j'arrête jamais de mentionner, commencent à disparaître ou à être enlevés, qu'est-ce qui empêcherait un politicien de finalement briser la barrière psychologique qui reste? À rien. À rien. C'est pour ça que j'ai un malaise. C'est pour ça que quand j'ai toujours l'idée que tu ne peux pas te donner trop à l'État parce que tu dois considérer l'incitation du joueur politique et des contraintes que tu lui mets. Je vais aller plus loin que tu es prêt à aller. L'inceste entre le gouvernement et les médias se fait de plus en plus sans gêne. Ça, là, tu sais, quand on a un malaise, au début, c'est un malaise, mais quand on sonne la sonnette d'alarme, là, c'est que plus ça avance dans le temps, le trend n'est pas bon, c'est de plus en plus incestueux, cette relation-là, et ça finit jamais bien. Il n'y a pas de... Mais il y a une raison pourquoi c'est incestueux, parce que, le journaliste a besoin du politicien pour avoir de l'information. Le politicien a besoin du journaliste pour faire savoir les choses que lui veut savoir. Mais aussi le fait que le politicien a toujours la possibilité, un peu comme Al Capone disait, you go further with a kind word and a gun than with just the kind word. La réalité, c'est que l'État a toujours la capacité d'utiliser la force. Et il y en a des exemples de ça aux États-Unis. Tous les whistleblowers qui ont dévoilé de l'information au grand public. La réalité, c'est que les journalistes, ça a été. Il y a des États qui ont en fait, il y a eu des shield laws qui ont dû être adoptés. Mais encore une fois, il y a des trous dans ces lois-là où est-ce que l'État se donne le droit de toute fin pratique, de mettre en prison des journalistes qui refusent de dévoiler des sources qui ont brisé les secrets de sécurité nationale. C'est quoi sécurité nationale? C'est qui a déterminé ça? Des tribunaux, par exemple, font ça aux États-Unis qui me rend absolument mal à l'aise parce que les audiences sont privées et que le public n'a pas accès. Il y a des violations de principe de c'est quoi une société libérale, démocratique. Et là, tu donnes à l'État cette espèce de pouvoir-là important et il peut l'utiliser pour shaper la relation qu'il y a avec le corps journalistique. Puis tu regardes juste c'est quoi la tribune parlementaire. La tribune parlementaire, c'est des groupes accrédités qui ont le droit d'aller aux conférences parlementaires. Et le morceau accrédité n'est pas le fun là-dedans. Là. Non, c'est ça, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai déjà eu la conversation avec des journalistes, puis j'ai dit ce qui serait vraiment l'idéal ici en termes de valeur démocratique, si vraiment tu valorises ça, tous les gens qui se qualifient comme médias, donc tous les gens qui ont un journal ou quelque chose comme ça, tu mets leur nom dans un chapeau et aléatoirement, tu piges qui pose des questions. Tu ne devrais pas avoir un droit. Par exemple, ça avait été un scandale avec Trump. Trump avait fait rentrer le réseau de crackpots OANN, là, qui sont vraiment des cinglés. Ça n'a aucun bon sens. J'ai jamais vu, mais ils avaient le droit ils avaient le droit, j'ai ça ce mot-là ici, là, d'être aux conférences de presse du président.
Alors que maintenant, avec Biden, ils ont perdu ce droit-là, de ce que j'ai compris. Mais pourquoi ils ont un droit ou pas droit à ça? Pourquoi CNN ou Fox ont ces droits-là? Ou pourquoi juste pas avoir? Tu dis, OK, regarde, on va être dans un plus gros building ici, parce qu'il va y avoir 400 personnes dans la salle. Puis, il y a ici, Deloitte va gérer une pige aléatoire qui est monitorée de manière indépendante. C'est pour ça que je Ça dis prend Yves Deloitte. Corbeil. Puis, c'est ça, t'as Yves Corbeil, c'est encore mieux. Moi, c'était qui le gars de la poule aux œufs d'or? Voyons. Guy Mongrain. Guy Mongrain, merci. T'as Guy Mongrain qui gère la poule aux lèvres. Donc, dans l'Est, nous avons Acosta, CNN. Ta question. Ouais. Mais ça serait vraiment l'idéal. C'est vraiment que tu veux un système ouvert. Tu ne devrais pas dire qui a le droit de poser des questions. Oui, mais les journalistes ne le veulent pas, ça. Eux autres, c'est une coterie. C'est ça, mais c'est pour ça que quand je les entends dire que c'est eux le garde-fou, je suis comme, oui, techniquement, vous êtes un garde-fou, mais vous êtes un garde-fou qui a intérêt à ne pas être trop puissant. Parce que si vous êtes trop fort, vous perdez une partie de votre relation. Si vous étiez vraiment un garde-fou parfaitement vraiment plus puissant, ça serait au contre-intérêt des firmes qui sont incumbent, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment dire ça, les firmes qui sont déjà établies. Ça vous ouvrirait à la compétition, ça vous ouvrirait à des concurrents. Le seul bout où tu ne peux pas laisser n'importe qui poser des questions. Mais c'est drôle oui. Parce qu'on voit avec la politique exactement ce qu'on voit aussi dans le sport. Mais dans le sport, ça paraît plus évident parce que c'est moins, comment je dirais ça, c'est moins politique, c'est un petit peu moins politique. Mais tu sais, ça fait des années qu'on le voit, là, par exemple, bon, tu as 2 réseaux sportifs, mettons, qui sont autorisés, 2 réseaux de nouvelles qui sont autorisés à suivre le Canadien au jour le jour, aller dans le vestiaire, avoir accès aux joueurs, tout ça. Mais on sait aussi qu'ils ne sortent pas tout ce qu'ils savent. T'sais, il y a des trucs sur des joueurs qu'ils ne disent pas parce que tu ne veux pas que le Canadien te barre du vestiaire. Il y a déjà des journalistes, on sait de qui je parle, qui se sont fait sortir de l'autobus du Canadien ou de l'avion, barrer des avions, ce genre de trucs-là. Mais en parallèle de ça, qu'est-ce que tu as? Tu as des sites comme 24CH, dans les coulisses, etc., qu'eux vont parler des informations qu'ils entendent, puis ils vont avoir tendance à mettre beaucoup moins de filtres dans l'information qu'ils vont donner. Bon, des fois, il y a du n'importe quoi, comme il y en a partout, mais comme ils n'ont pas de lien directement avec l'organisation sportive qu'ils couvrent, ben, eux autres, ils ne sont pas susceptibles de se faire exclure du vestiaire, de se faire, tu sais. Donc, on le voit, là, la dichotomie qu'il y a là-dedans, on sent la même chose. Ben, le trade-off, là. On sent exactement la même chose avec les sites de nouvelles qui parlent plus de politique ou quoi que ce soit. Eux, ils ne se feront pas pointer du doigt par François Legault dans un point de presse. Ils peuvent dire un peu plus ce qu'ils veulent. Par contre, ceux qui sont accrédités et qui vont dans la salle de conférence de presse, eux, ils ont intérêt à avoir respecter un certain décorum parce que, ben, on l'a vu, là, ce que ça donne. Là, tu te fais un peu pointer du doigt. On n'est pas prêt d'avoir un YouTuber mettons que celui qui serait le plus proche au Québec, Benjamin Tremblay, qui fait dans le hard news. Il fait vraiment dans le hard news. Ce serait lui qui serait probablement le premier, à mon avis, qui devrait être invité, par exemple, à l'Assemblée nationale pour couvrir. Je ne vois pas ça arriver demain matin. Je vois vraiment pas ça arriver demain matin. On n'est pas prêt à ça au Québec, j'ai l'impression, parce que l'épine dans le pied qu'ils ont eu avec Radio X dans le dernier droit, c'est de dire comment qu'on fait pour les exclure alors qu'en réalité, ils ont une licence autant que le FM 93, puis ils ont la même licence. Fait qu'ils n'étaient pas capables d'exclure Radio X, mais s'ils avaient pu le faire, ils auraient vraiment apprécié le faire. Fait que moi, je vois pas un YouTuber rentrer à l'Assemblée nationale demain matin. Puis le pire, c'est que j'ai l'impression qu'on va être dans une situation que Benjamin Tremblay, dans une couple de mois, années, risque d'avoir un reach qui est plus qu'impressionnant, ces réseaux sociaux, là. Qui serait même probablement... un contenu, en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'un, il est steady. Oui. Donc, il est très... il n'y a pas de variance dans la qualité. Bon, il y a quand même beaucoup d'espacement entre chaque fois, mais il est assez cohérent, constant et... C'est ça le mot que je cherchais quand j'ai dit steady. Le défaut de vivre ma vie en anglais, même si je suis un francophone. Consistent. Non, mais constant. Non, consistent, c'est pas nécessairement la même chose, c'est-à-dire que tu es cohérent. Steady, ça veut dire constant, c'est-à-dire que le mot en anglais, encore une fois en anglais, even killed, que tu es stable. Podcast hebdomadaire, il est là 52 semaines par année. C'est ça.
Donc, en termes de contenu, il est vraiment bon. Mais pourquoi lui, il n'est pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi lui, il ne peut pas. En fait, la question, c'est peut-être que lui, il ne veut pas. OK? Mais mettons l'option que Peut-être. lui il voulait. Pourquoi lui, il aurait un droit inférieur ou Ben, je pense que ça nous non ramène un peu à ce existant que je disais relativement à avant, l'autre groupe? Vincent. Je pense que ça nous ramène un peu à ce que je disais avant sur cette espèce de mentalité-là qu'il faut protéger les gens, puis il faut que l'information ne vienne que par des canaux officiels, parce que sur Internet, ça ouvre la voie à toutes sortes de crackpots. Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dedans. En fait, le fil conducteur un peu de tout ce qu'on dit depuis le début, c'est celui-là. C'est, ben écoutez, là, quand même, on l'entend des fois, ça. Ah ouais, t'as entendu ça où, ça? Sur Internet, là? Tu sais, c'est où la fameuse. En fait, c'est la même chose que. Je me souviens de ça, moi, quand j'étais à l'école, là. Aujourd'hui, on entend moins ça, là. Mais dans le temps, les professeurs, c'était. Ah ouais, t'as pris ça où, cette information-là? Sur Internet? Tu sais, c'était comme si je l'ai trouvé dans un vieux livre, dans une bibliothèque, c'est bien, c'est vrai. Et si j'ai pris cette information-là Oui, sur parce que les gens ne Internet, mentent non. jamais dans des livres. Oui, c'est ça, parce que dans les livres, tout le monde sait que c'est eux. Tu écris un article sur Wikipédia, il y a la moitié de la Terre qui peut aller te corriger, dont plein de spécialistes, mais c'est vraiment pas sérieux, contrairement à un livre que personne n'a jamais lu. En réalité, c'est n'importe quoi. Là. Mais il y a un peu de ça là-dedans. Là. C'est que les canaux officiels sont là parce qu'ils sont plus sérieux, protègent les gens contre la fausse information. On le voit, là, c'est un peu Mais le les canaux officiels, ça, en fait, sérieusement, je n'ai jamais compris le bashing qu'ils font de toutes ces autres alternatives-là parce que si tu réalises à un moment donné, tu as besoin de soupapes, tu as besoin comme. Tu ne peux pas avoir de la connaissance dans un vide. C'est juste impossible de générer. Il n'y a personne qui est Descartes, qui s'assoit dans un sauna et qui se met à raisonner l'univers à partir d'un blank slate. La réalité, c'est que tu dois vivre dans une sorte d'écosystème. Donc, les médias, quand ils disent nous, on est la source officielle, je suis prêt à te parier que quand un journaliste est en train de regarder une information sur un sujet X, il va sur Wikipédia, il ben va oui. aller googler de l'information pour au moins un peu commencer à guider sa recherche. C'est pas comme si les journalistes se disaient, par exemple, hier, j'ai reçu un appel d'un journaliste de CTV qui m'a appelé parce que j'ai écrit de quoi sur les garderies, mais en lien avec le programme d'assurance emploi. Pas dans les détails, mais en gros, mon nom était associé avec Employment Insurance. Ben, il m'a appelé, il m'a posé une question. J'ai dit, je me spécialise pas dans ce domaine-là, mais telle personne pourrait être utile. Ben, il a googlé, il a été passé par moi, puis là, il a contacté un de mes collègues de l'Université du Manitoba, qui, lui, est plus spécialisé dans le sujet. Et tu ne vis pas dans un écosystème fermé, tu es dans un écosystème ouvert, puis tu as besoin de ces accès-là. Les journalistes qui disent que ce n'est pas une bonne chose puis qu'ils aiment dénigrer ça, ben, la réalité, c'est que vous en dépendez en grande partie. Il ne faut pas se mentir. Un autre Là, il va super falloir exemple. passer au Portugal, là, si on veut faire le premier sujet. Ouais, ben, mais juste bien rapidement, ce que tu as dit quand tu dis genre l'Internet, là, ça m'a Ouais. rappelé une discussion que j'ai eue avec un collègue médecin qui m'a pointé vers un article scientifique. Il faudrait que je le retrouve. Il est en quelque part dans mes boîtes. Là. Je sais pas, je suis encore un SDF. Là. Il disait, lui, ce qu'il avait fait, il était médecin, puis il collaborait avec un économiste. Puis lui, son point, c'était que les trucs comme WebMD, même si les gens faisaient des mauvais diagnostics de qu'est-ce qu'ils avaient, il y avait un bénéfice social net d'avoir ça. Parce qu'avant, les gens, quand ils n'avaient pas accès à cette information-là, ils allaient plus souvent à la clinique, allaient plus souvent à l'urgence. Parce qu'ils n'étaient pas capables d'évaluer, ils n'étaient pas capables de couper l'étendue de la variance qu'eux pensaient avoir à gérer. Est-ce que c'est un truc mineur ou est-ce que c'est un truc majeur? Donc, par exemple, puis ça, il m'avait mentionné parce que la discussion était partie du fait que, par exemple, dans le temps des fêtes, il y a 2, 3 ans, ma blonde et moi, ma blonde était enceinte, on voulait acheter une maison. J'ai eu ce que je pensais, mon bras s'est mis. J'étais tellement stressé avec toutes les décisions qu'il y avait à faire que j'ai eu un épisode de panique, mais ce n'était pas une panique genre où est-ce que j'étais irrationnel. Mon bras a paralysé et je pensais que j'avais un épisode cardiaque. Ouais, ouais. Je ne savais pas comment gérer ça. Je n'ai pas niaisé. J'ai été à l'urgence. J'ai attendu 8 heures à l'urgence. Le gars, il dit non, mais il dit ça arrive fréquemment des gens avec des hauts stress. Il dit ça arrive que ce qui peut se passer, c'est que tu as des mini-paralysies ou ce qui t'apparaît psychologiquement comme une paralysie. Là, il me dit ça, je suis comme, ouais, ça fait du sens quand tu le dis, là, puis il l'explique super bien.
Mais lui, il disait, ben justement, si tu avais été, par exemple, en ligne, tu aurais googlé ça, tu aurais peut-être trouvé que c'est ça qui se passe, puis tu n'aurais peut-être pas gaspillé ton 8 heures à l'urgence, dépensé les ressources de l'infirmière de triage, du médecin de triage. Et là, j'étais là, ben oui. Puis ça, il montrait que dans l'article, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a plus d'erreurs que les gens font dans leur évaluation parce qu'ils vont faire des choix stupides, mais tu as aussi plus de gens qui, à cause qui maintenant sont capables de ne pas faire l'erreur, ne vont pas consommer des services qui sont non nécessaires, donc qui deviennent disponibles pour des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, au final, tu sais, puis ça, tu entends tout le temps les médecins dire, puis je parlais, en fait, après que lui, j'ai parlé avec ce médecin-là, j'ai parlé avec une autre médecin, puis dans la conversation avec elle, je disais, écoute, ça fait-tu du sens que ce que lui, il dit, ça fait-tu avec ce que toi, tu observes sur le terrain de cet article-là? Puis elle me disait, oui, je suis prête à croire que ça a un effet, justement. Oui, il y a des gens, il y a des choses vraiment stupides là, en ligne. Don't get me wrong. Il y a des trucs, les gens font des affaires quand ils pensent qu'ils ont une maladie qui n'a aucun sens. Mais il y a aussi le fait probablement qu'il y a des gens euh, qui évitent justement de consommer des services qu'ils n'ont pas besoin. Donc, tu en viens un peu à un gain. Bien, pourquoi le truc des médecins, par exemple avec WebMD, ne pourrait pas se transplanter sur d'autres aspects de l'information, comme par exemple, vous dites ça, monsieur le journaliste, mais j'ai lu tel article scientifique qui était disponible sur tel truc et que le chercheur a expliqué dans, disons, Atlantic ou dans un blog du journal de Institutional Economics, quelque chose comme ça. Puis ça avait l'air de dire le contraire. Tu as été mis en contrebalancier avec quelque chose qui t'a agi comme un contrepoids, puis qui te force un peu à te gager, ou au moins à voir si tu as la bonne information que toi, tu as compris pour commencer. Là. Absolument. Oui. Ouais, ben c'est un genre, ça reste tout le temps un peu une espèce d'élitisme là-dedans aussi. Là. C'est moi le médecin, c'est moi qui est dépositaire du savoir. Là. Les gens qui arrivent dans mon bureau et qui pensent qu'ils sont trouvés leur propre diagnostic sur Internet, je trouve ça insupportable. Il y a un peu de ça là-dedans aussi. J'imagine que c'est déplaisant parce que des fois, la personne va penser qu'elle a quelque chose d'absolument pas vrai. Là, comme j'ai le syndrome du En boa fait, boa ou chose comme ça. pour avoir quelqu'un dans ma famille qui est là-dedans tout le temps, je suis obligé de te dire, le problème qu'ils ont, c'est toujours le weirdo qui un peu trop intense dans ses recherches, un peu trop hypochondriaque dans tout, va arriver, non pas une fois, mais souvent avec des patentes. Oui, mais là, j'ai trouvé tel effet secondaire, puis là, ça pourrait être ci, puis ça pourrait être ça. Puis là, tout ce que tu fais, c'est que tu perds des minutes précieuses à détruire des arguments bidons pour dire que lui, il aurait telle maladie, puis il te fait perdre vraiment sérieusement ton temps. Sauf que c'est comme dans tout. Hein. Ces gens-là sont l'exception de l'exception, mais sont tellement weird, sont tellement chiants, ils marquent tellement ton imaginaire que tu as tendance à généraliser à tout le monde. Ça fait du sens. Mais encore une fois, au final, ça réduit la demande inutile. Exact. Tu sais, je pense juste aux gens. Là, Yann, tu as un enfant. Fait que, moi, je ne savais pas que les bébés, leur point de fièvre était un peu différent des adultes. Moi, mon gars, je trouvais qu'il était chaud. À un moment donné, quand il était jeune, je regarde, non, c'est pas la même chose. Alors, là, j'étais vraiment stressé, mais je n'aurais pas réagi si je n'avais pas googlé, tu sais, baby fever temperature. Tu sais, c'est pas comme si tu avais un manuel qui te disait ouvertement, tu sais, c'est quoi, tu sais, un bébé? Ouais. Des fois, il faut que tu ailles chercher de l'information, tu sais, un peu ailleurs. Puis moi, écoute, en fait, moi, je pensais même pas, je savais même pas à ce moment-là que tu avais une différence entre la température buccale, en dessous des aisselles, dans la rectale. Les thresholds sont différents de décision. Il dit, oui, tu devrais prendre. Moi, je ne savais pas ça avant d'avoir un bébé. Moi, j'étais un adulte. Moi, je ne sais pas j'ai jamais eu un thermomètre rectal de ma vie que je me souviens. C'est ça. Après tout, tu es économiste, tu n'es pas expert de la température rectale. C'est ça. Je le mets dans ma bouche, puis c'était that's it. Moi, je me disais, on va le mettre dans la bouche de notre gars. Faut pas inverser l'ordre. Oui, effectivement. Mais tu essaieras de mettre un thermomètre dans la bouche d'un bébé de 6 mois. Hein. Tu essaieras, de le garder là puis de mesurer quelque chose de précis. Not gonna happen. Mais là, tu sais, je veux dire, toutes ces informations-là qui sont en ligne, moi, ça m'a permis d'évaluer, tu sais, si vraiment, il y avait un problème. Mais aussi, après ça, ils disent, tous les bébés vont avoir une fièvre. Si ça dure plus que 2 jours ou 3 jours, viens nous voir.
Moi, au début, si mon gars était en fièvre, j'aurais été à la clinique. Mon instinct me dit à s'arrêter, tu vas à la clinique direct. Tous les médecins vont dire, ah, reviens me voir dans 2 jours. Mais moi, je ne l'aurais pas su avant ça, là, avant d'avoir cet accès-là en ligne. En ayant cette information-là en ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas consommé les services inutilement, puis mon gars s'est récupéré. Puis le médecin ne peut pas, dans sa perspective, ne peut pas évaluer la quantité de gens qui ont fait cette démarche-là, dans le sens que lui, il ne peut pas le voir, ça. Lui va voir le chien qui lui prend 15 minutes de son temps, mais il ne voit pas les 100 personnes qui ont évité d'aller le voir cette journée-là grâce à l'information. Si je me souviens bien de l'article que j'avais vu, la manière dont il trouvait, c'était en fonction du roll-out de l'Internet haute vitesse. Donc, tu avais accès à l'Internet haute vitesse, tu avais accès plus facilement à cette information-là. Donc, les endroits qui avaient de l'Internet avant X devraient avoir justement moins de visites relativement dans la différence. Il devrait y avoir une différence qui émerge entre ces endroits-là et ceux qui obtiennent une connexion, puis ceux qui obtiennent une connexion relativement à ceux qui en obtiennent encore plus tard. Donc, tu vas avoir des différences dans des différences. Puis, il réussissait à faire que le roll-out des plans d'Internet haute vitesse avait l'air d'expliquer des petites différences dans la demande, justement parce que la demande est composée des visites réelles bien fondées et des visites mal fondées. Bien, les visites mal fondées baissaient de telle sorte qu'il y avait moins de visites. Bien, au final, c'est bien ça dans ce cas-là. C'est bien. Tu ne consommes pas une ressource inutilement pour un risque que tu avais mal évalué. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des weirdos, mais effectivement, le médecin ne peut pas le voir, mais empiriquement, avec un bon design statistique, comme ça s'appelle un difference in difference, tu es capable d'identifier clairement qu'il y avait un effet, justement parce que là, tu peux le voir indirectement par la méthode. C'est parfait. Win-win-win. Je suggère, messieurs, qu'on passe à la partie bonus là, réservée aux membres sur Patreon. Habituellement, c'est le moment où Vincent manque beaucoup de générosité. Là. C'est là où... J'ai pas manqué de générosité la semaine passée. On a juste parlé de Dee Snider. Là.